Aujourd'hui, sur So Sweet Planet, je rencontre deux représentants de Youth for Climate France, un mouvement de la jeunesse pour le climat. Donc Zoé Tazipt et Sirius Dépêche aujourd'hui devant le micro de So Sweet Planet pour nous parler de ce mouvement et nous parler de leur implication aussi personnelle. Bonjour à vous, bienvenue sur So Sweet Planet. Bonjour, merci. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà ce mouvement Youth for Climate? Il est né quand et il est né comment? Parce qu'on a vu pas mal de mouvements, d'associations émerger ces dernières années. Celui-ci, on en entend beaucoup parler, on en a entendu beaucoup parler. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer la naissance et un peu les éléments fondateurs qui ont fait que vous vous êtes rassemblés? Alors, Youth for Climate, ça a commencé en 2019 avec l'apparition des mouvements de Greta Thunberg qui s'appelait Friday for Future. C'était des grèves hebdomadaires où toutes les semaines, les vendredis après-midi, c'était des grèves scolaires où des jeunes n'allaient pas à l'école pour présenter leur mécontentement et présenter un début de lutte contre le réchauffement climatique. Donc c'est des mobilisations pour une justice climatique et une justice sociale qui est mise en avant et qui est faite par des jeunes. Donc le mouvement en France, il a eu sa première grève nationale en même temps que la première grève mondiale en mars 2019, le 15 de mémoire. Et après, il s'est développé petit à petit. Il y a eu une autre grève mondiale en mai. Puis on s'est dit que ça serait important de faire des rencontres nationales pour échanger sur nos points de vue, sur comment est-ce qu'on voulait agir maintenant. Et du coup, il y a eu plusieurs rencontres nationales, des assises. Donc il y en a eu 4 jusqu'à présent. Et à chaque fois, ça nous a permis d'évoluer ou d'apprendre quelque chose. Et personnellement, je pense que les plus importantes, c'est celle de Grenoble, parce que c'est là-bas qu'on a établi nos valeurs et nos principes. Ah oui, on va en reparler. Voilà. Et du coup, c'est à la suite de cette semaine de travail qu'ont été établies donc toutes nos valeurs. Et c'est quelque chose qu'on continue de suivre et qui n'a pas changé depuis octobre 2019. Ok. Et est-ce qu'on a une idée, vous avez une idée de l'évolution en termes de mobilisation, combien vous étiez au tout début, les toutes premières réunions où vous avez décidé de vous retrouver sous cette appellation et aujourd'hui? Alors c'est compliqué parce que déjà, il y a eu... ça a commencé avec un engouement très rapide, avec beaucoup de jeunes très rapidement. Oui. Donc je n'ai personnellement pas les chiffres. Je ne sais pas si... Ça doit être difficile de compter aussi. Ouais, c'est vrai que c'est difficile d'estimer. Après, au total, il me semble que sur les premières manifestations du printemps 2019, on a annoncé un total de 130 000 personnes en France, à peu près. D'accord. Sur toute la France. Et maintenant, ça a encore augmenté. Il y a eu un petit ralentissement, c'est sûr, avec le Covid qui a bloqué et ralenti beaucoup de choses. Oui. Mais il y a encore beaucoup de gens et je pense qu'on est à plus de 200 000 aujourd'hui. Et donc, Youth for Climate, qu'est-ce que vous faites? Et donc, le mouvement en général, qu'est-ce que vous faites? Et vous, en particulier, Zoé et Sirius, qui êtes devant moi aujourd'hui, si ensuite vous pouvez me dire comment ça se traduit dans votre vie quotidienne, cet engagement? Alors en fait, on a deux parties. On a une partie nationale qui sert à faire une espèce de coordination et une partie de groupes locaux. Chaque groupe local est indépendant, c'est-à-dire qu'il agit comme il le souhaite, il s'auto-organise. Et donc ça permet à chaque groupe local d'agir sur ce qu'il touche lui, donc principalement des luttes locales. Je sais que Paris, ça a été beaucoup les jardins d'Aubervilliers pour les Jeux Olympiques. Et il y a beaucoup de groupes locaux qui s'investissent dans des luttes locales. Nantes, ça a été la ZAD du Carnet ou ce genre de choses. Et du coup, ça permet de créer une localité et de faire en sorte que les personnes soient les plus concernées possibles, que quand elles viennent nous parler, on ait des choses à leur dire qui ont un impact dans leur vie quotidienne. Et ça, c'est quelque chose qui est assez important parce que quand on parle d'écologie, en général, les gens ils disent oui, mais ça arrivera plus tard, alors que là, c'est des choses qui sont à côté de nous et qui ont lieu tous les jours. Et après, chaque groupe local décide de s'organiser, d'avoir les moyens d'action qu'il souhaite. Au début, c'était surtout des manifestations, mais maintenant, on s'oriente vers d'autres modes d'action plus diverses parce que en France, les manifestations, il y en a toutes les semaines. Et donc, on essaie d'avoir des choses qui sont plus originales ou qui marquent plus. Oui, c'est sûr. Il y a deux grandes particularités à l'intérieur de Youth for Climate. D'une première part, on est tous très jeunes. Il y a une majorité de mineurs
dans ce mouvement. On est vraiment tous très très jeunes, on a des cours en même temps et pourtant on est tous très investis, on arrive à coordonner les deux. Et c'était une des valeurs qui est dans cette charte de Grenoble d'être dans une solidarité et dans une autogestion. Cette autogestion qui va aussi de parallèle avec la deuxième particularité, qui est l'horizontalité de cette association. On n'a pas de tête médiatique, on n'a pas de personnes représentantes, on n'a pas de visage sur Youth for Climate France. On est un ensemble de jeunes et on travaille ensemble pour réussir à avancer. Ok. Et alors chacun, toi Sirius et toi Zoé, comment vous avez rejoint ce mouvement-là ? Est-ce que vous étiez déjà engagés avant ou est-ce que c'est né à ce moment-là, votre sensibilisation à ces problématiques et l'envie de faire quelque chose ? Alors personnellement, je pense que j'ai toujours été sensibilisée à ces thématiques-là, puisque c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien et j'habite à la campagne, donc forcément voilà. Mais j'avais jamais voulu agir à plus grande échelle. Je faisais les petites choses du quotidien qui sont importantes à faire, mais qui ne sont pas suffisantes vu la situation dans laquelle on est. Oui. Et c'est grâce à une prise de conscience, un peu une claque au visage qui fait que ah oui, on en est à ce point-là et ah ok, je veux pas être témoin de ça sans rien faire. Et donc j'ai d'abord rejoint, donc moi je suis messine, je viens de Metz dans l'est de la France, et donc j'ai d'abord rejoint la branche de Youth for Climate Metz. Au début donc en 2019, j'étais en seconde avec les premières marches de Friday for Future, etc. Je sais que j'avais fait ma première prise de parole là-bas, etc. Et c'était donc très intéressant et très rassurant de voir qu'il y a d'autres personnes qui sont là et qui pensent avec nous, qui ont mon âge et qui ne sont pas des gens qu'on voit dans les médias en permanence et qui, du coup, donnent un réel espoir de changement et de force et d'envie d'avancer. Et donc voilà, et c'est maintenant que j'ai fini le lycée où je peux, parce que c'est sûr qu'au collège et au lycée, on ne peut pas répondre à un téléphone tout le temps, etc. Et là, avec des études supérieures, ça va aussi être très compliqué, mais j'aurai du temps personnel autrement que je pourrais gérer autrement. Et donc j'ai rejoint en même temps Youth for Climate à échelle nationale. Alors moi, j'ai rejoint le groupe local de Toulouse. J'habite à côté de Toulouse. Et je l'ai rejoint en septembre 2019, donc juste avant la 3e grève mondiale. Donc je me suis de suite un peu investi dans l'organisation à Toulouse du mouvement. Et peut-être 1 ou 2 mois après, j'ai rejoint le serveur national pour essayer de voir ce qui s'y passait et comprendre comment ça fonctionnait dans la globalité. Et depuis, j'essaye de faire un peu les deux. Là, je suis parti de Toulouse pour mes études. Donc je peux plus trop suivre, mais j'essaie toujours de garder un pied dans le mouvement à l'échelle nationale pour essayer de suivre, parce que je rejoins ce que dit Zoé, ça fait du bien de se sentir avec d'autres personnes qui pensent pareil que nous et qui ont les mêmes idées, les mêmes avis et avec qui on peut en discuter. Et qu'est-ce que vous pourriez déjà dire, peut-être pour donner envie à d'autres de s'engager, qu'est-ce que vous pouvez dire déjà que ça vous a apporté, en dehors du sentiment évidemment de se sentir utile, comme quand on s'engage dans une association, une ONG qui fait des choses. Vous, de vous être engagé dans ce mouvement-là depuis 2 ans, on peut dire, donc à peu près, 1 an et demi, 2 ans, 3 ans. Alors personnellement, je sais que j'ai une grande soif de connaissances et que j'ai envie de tout savoir. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de jeunes. La curiosité, elle fait partie de nous et quand on est jeune et qu'on découvre le monde, forcément, on a envie. Et je trouve que en étant à Youth for Climate, ça me challenge en permanence de devoir me renseigner sur un nouveau sujet, de devoir apprendre sur quelque chose qui personnellement m'aurait peut-être pas attiré directement sur l'instant T en entendant juste parler. Et au final, je me trouve extrêmement intéressée pour ça. Et ça, à travers plein d'événements. Que ce soit là, quand on a eu pendant le mois de septembre, des rencontres à la suite de films projetés au cinéma, etc. Ça m'a obligée de me renseigner énormément sur d'autres situations, sur d'autres parties du monde, sur d'autres problématiques, d'autres manières de gérer les problématiques, d'autres points de vue. Oui, parce que Youth for Climate est partenaire de 2 documentaires qui font beaucoup parler. I Am Greta, que j'ai vu à Arles cet été, et Bigger Than Us, que je n'ai pas encore vu, mais qui déclenche beaucoup de mouvements sur les réseaux sociaux. Et donc, vous êtes allé, vous avez accompagné ces films, ce qui vous a permis de dialoguer, d'enclencher des discussions avec les salles de spectateurs. Exactement. Après. Et c'est vraiment quelque chose qui est absolument enrichissant, parce que
souvent on a face à nous des gens qui sont déjà renseignés puisqu'ils vont voir ces films, donc ils en ont entendu parler. C'est pas des gens qui sont totalement désintéressés. Mais pour la plupart, ne savent pas par où commencer, ne savent pas comment agir, comment en parler, comment se renseigner. Se sentent impuissants. Absolument, Voilà, et bloqués dans la situation. Oui. Et le fait de voir quelqu'un d'autre qui a essayé en tout cas de s'investir et de faire bouger un peu ce qui peut faire bouger, et ben, à chaque fois, à la fin de ces projections, et je pense que c'est partout comme ça en France, il y a des gens qui viennent nous voir en nous disant « Ah, comment on fait pour rejoindre Youth for Climate ?» quoi. Ça apporte vraiment énormément de choses sur des aspects très divers. Enfin, ça nous apporte des connaissances rien que quand on intervient, par exemple dans les cinémas, mais aussi à tout type d'événements où on peut être invité. Ça nous apporte beaucoup de connaissances sur la crise climatique, sociale, mais pas que. Ça apporte des connaissances sur des choses qu'on n'aurait jamais appris en cours. Enfin, typiquement, organiser une manifestation, il n'y a pas de cours pour ça. C'est d'ailleurs plutôt dommage. Et ça nous apprend vraiment beaucoup, mais aussi sur nous-mêmes, sur qu'est-ce qu'on est en capacité de faire, sur la capacité qu'en fait on peut s'investir et on peut faire des choses si on en a envie, mais seul ça suffira jamais. La crise est bien trop importante. Et après, ça apporte aussi beaucoup de rencontres, en fait, plein de personnes incroyables qu'on rencontre. Si on a l'occasion de faire des rencontres nationales, c'est vraiment génial. Et ça apporte des connaissances et beaucoup de soutien et de rencontres. Alors la charte de Grenoble, la charte de Lausanne, rapidement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? Alors la charte de Lausanne, elle a été faite durant l'été 2019. C'était des rencontres européennes qui ont eu lieu donc à Lausanne. Et ça visait à établir les premières valeurs et ce que le mouvement avait comme objectif en fait. Sauf que on s'est rendu compte en France que ça correspondait pas tout à fait à ce qu'on voulait. Et c'est pour ça que la charte de Grenoble est née donc aux vacances de la Toussaint 2019, quelques mois après. Où là, en France, on s'est réunis, il y avait à peu près 100 personnes de 20-30 groupes locaux différents qui ont donc travaillé pendant une semaine sur en France ce qu'on voulait plus concrètement. On a pris des valeurs que le mouvement ne possède pas à l'international comme l'anticapitalisme parce que on a une vision un peu différente du système tel qu'il est actuellement et on vient donc essayer de le remettre en question et dans nos valeurs et principes il y a beaucoup de choses qui viennent se rajouter en fait. Elles ne sont pas vraiment opposées, c'est plus des choses qu'on affirme en plus. Qu'on affirme dans le sens où on les désire. Oui, c'est une liste. Dans la charte de Grenoble, il y a toutes les valeurs qui sont données. Et puis, ce que je trouve très intéressant, c'est que la première qui est en haut de la liste, c'est quand même l'information. Comment on s'informe et qu'est-ce qu'on soutient au niveau des données scientifiques notamment. Que tout ce qu'on pense et tout ce qu'on réfléchit, c'est pas basé sur du vent, des idéaux et des choses absolument bateaux comme ce qu'on pourrait penser. Au contraire, on se base d'abord sur des choses concrètes et des faits pour ensuite réfléchir et ensuite venir appliquer toutes nos valeurs, etc. Mais on a ce désir d'être dans une réalité et dans des faits pour ne pas faire des erreurs et pour surtout avancer dans la bonne direction. Ce serait dommage autrement. Voilà. Ensuite, pour parler un petit peu des actions concrètes sur le terrain maintenant, de comment ça se traduit, parce que vous avez de multiples engagements. Donc, Sirius, tu nous en as parlé. Vous avez appelé à soutenir les jardins ouvriers d'Aubervilliers qui étaient en cours d'expulsion. Donc, votre appel, c'était le 2 septembre dernier. Depuis, il y a eu un référé qui a suspendu les travaux, mais la mairie d'Aubervilliers a fait appel. Donc ça, c'est un cas particulier, mais qui illustre bien, je trouve, la lutte entre l'ancien monde qui veut continuer à vivre comme avant et un nouveau monde de personnes informées et conscientes de ce qui se joue avec le réchauffement climatique et la perte de la biodiversité et conscientes des causes sur lesquelles il faut travailler de toute urgence pour limiter les dégâts. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce qui se passe au jardin d'Aubervilliers, pour ceux qui ne le sauraient pas, et pourquoi Youth for Climate s'engage sur ce cas ? Alors les jardins d'Aubervilliers, c'est le site où le prochain village olympique sera construit. Et on trouve ça plutôt malsain de la part de la mairie de Paris, de toute l'organisation du comité olympique qui dit qu'il veut rendre les jeux plus écolos, plus verts et qui vient en fait déforester ces jardins
qui sont donc des terres partagées, des jardins partagés, où les gens se retrouvaient, et c'était quelque chose qui avait aussi une dimension sociale. Et en fait, la mairie de Paris vient les détruire, et tout ça pour faire le village olympique, alors qu'il y a beaucoup d'autres solutions. Et C'est la mairie de Paris ou la mairie d'Aubervilliers ou les deux? J'ai pas tout Parce que suivi, j'ai il vu me que semble c'était que la c'est les deux mairie d'Aubervilliers qui faisait c'est sûr que c'est la mairie de Paris pour les JO. J'ai lu ce matin que c'était la mairie d'Aubervilliers, je crois, qui fait appel. Bon, enfin, on ne va pas rentrer dans les détails. En tout cas, c'est sur le fond que je trouvais ça intéressant de connaître. Parce qu'en fait, c'est de la bétonisation. Je crois que c'est un solarium qui doit être fait à cet endroit-là. En plus, ça semble un peu surréaliste. Et il y a l'aspect écologique et puis l'aspect social aussi. De toutes les façons, l'écologie, c'est absolument lié à tous les enjeux sociaux, etc. On ne peut pas parler d'écologie sans parler de la société et de comment les gens s'organisent entre eux. Oui, c'est plus possible, ça. C'est ça. Et oui. de la même manière, aujourd'hui, c'est plus possible non plus de parler des gens et comment ils s'organisent entre eux sans parler d'écologie et de toutes les conséquences que ça a de manière parfois différenciée sur les différentes classes sociales, les différents genres, les différentes ethnies, etc. Et alors, le 15 septembre dernier, vous avez présenté aux côtés de 4 autres organisations de jeunesse un projet nommé #YouthNow. De quoi s'agit-il ? Alors en fait, ça reprend un peu le modèle de la Convention citoyenne pour le climat, mais c'est pas organisé par l'État ou quoi que ce soit, c'est la jeunesse qui l'organise pour elle-même, parce qu'on considère qu'on a une voix à faire écouter, on est le futur, ce qui va arriver, et donc les décisions qui sont prises maintenant, elles auront un impact sur notre vie, celle de nos enfants. Donc on veut pouvoir être écouté, et c'est pour ça notamment que cette consultation, pour l'instant c'est une consultation qui veut récupérer des avis en ligne, oui. Sur votre site aussi. Oui. Ouais. Et c'est pour ça qu'elle est ouverte notamment aux mineurs, parce que les mineurs pour l'instant ils n'ont pas le droit de vote, et on peut largement se dire que le vote n'est pas suffisant à donner son avis. On vote une fois tous les 2 ans, 3 ans, ça dépend, mais on ne peut pas construire notre futur, alors que là, du coup, ce projet YouthNow, il est là pour qu'on fasse la convention de la jeunesse sur différents thèmes. C'est pas que l'écologie. Il y a l'écologie, il y a le social, il y a l'éducation, tout ce qui nous concerne en fait, et c'est les différents thèmes qu'on aimerait voir plus souvent mis en avant, et aussi qu'on nous demande notre avis. Parce que les politiciens, globalement, ils ont 50, 60 ans, et c'est eux qui prennent les décisions pour nous, alors que ils sont plus concernés du tout. Et le résultat donc de cette consultation, du coup, qu'est-ce que vous allez en faire ? Vous allez le transmettre à des responsables politiques, ou qu'est-ce qui va ? Alors, je suis pas tout à fait dans l'organisation du projet, mais le résultat, nous, on va l'utiliser pour essayer donc de faire cette convention de la jeunesse. Et je pense qu'il sera rendu public pour que les gens voient ce qui est ressorti de cette consultation, pour que ça ne soit pas que quelque chose qui nous appartienne, parce que c'est ce qu'on disait, c'est notre valeur, c'est partager les savoirs. Là, c'est partager les avis qu'on a recensés. Donc ça sera, je pense, disponible, et on va le réutiliser pour mettre en place cette convention. Je sais que c'est dans une démarche de se réapproprier en fait quelque part la démocratie et le pouvoir d'un peuple pour lui-même, etc. Et on le voit je vais parler de Youth for Climate Metz puisque c'est là d'où je viens et c'est là où j'ai commencé. Mais il y a eu pareil des mouvements du coup moins grande ampleur, mais à l'échelle de la ville, où on est allé de la même manière rencontrer les gens dans la rue, pour leur demander à leur échelle et dans leur quotidien les choses qu'ils aimeraient voir changer, ou les choses qui les empêchent peut-être de changer leur comportement et leur vie, pour discuter avec eux. Et ensuite on a rendu cette liste publique, et on a aussi transmis cette liste au maire. Après, ce qu'il en deviendra et ce que ça va devenir, malheureusement c'est plus de notre ressort pour l'instant, mais ça a été très intéressant de rencontrer ces gens et d'être au cœur même des discussions et de tout ça. Oui, de voir où sont les freins, de voir ce qui peut être... Alors, le 13 avril dernier, 2021, vous avez publié une tribune dans le JDD avec des signataires renommés, Valérie Masson-Delmotte, Gilles Boeuf, Dominique Bourg, Marc-André Sellos, pour n'en citer que quelques-uns, dans laquelle vous réclamiez une réelle éducation aux enjeux environnementaux au collège et au lycée. Donc, quel était le constat
Je pense que ça vient de... Effectivement, à l'école, on nous apprend le recyclage, mettez votre bouteille en plastique dans la poubelle jaune, etc. Et c'est bien, c'est la base de la chose, etc. Mais on est dans une situation où on est allé très loin et où jeter sa poubelle dans la poubelle recyclée, c'est plus suffisant. Et c'est des enjeux qui devraient être accessibles, parce que nous qui sommes informés d'une certaine manière, on a dû nous-mêmes faire l'effort d'aller accéder à ces informations. Alors que si elles faisaient partie d'un système éducatif et qu'elles étaient ancrées juste dans l'éducation commune à ces enjeux-là, en incluant non seulement la lutte contre le réchauffement climatique, mais également les luttes sociales, etc., ça, tout de suite, apporte une force dans le changement plus tard et de faire comprendre tout le monde pourquoi on essaie de faire changer les choses. Ce projet, il a aussi pour but de montrer ce qui ne va pas actuellement. Parce que moi, pendant tout mon collège et mon lycée, on m'a dit, en fait, le développement durable, c'est vraiment génial, c'est ça qu'il faut continuer, il faut allier le social, l'environnement, mais surtout l'économie. Et on nous citait ces 3 piliers principaux. Et en fait, on se rend compte qu'il y a vraiment un problème et que ça ne peut pas continuer comme ça. Et c'est pour ça qu'on demandait ce véritable enseignement à l'environnement et à même tout ce qui nous concerne. C'est pour que on nous donne des vraies informations et pas seulement ce qu'on veut nous dire. Parce que les directives du ministère de l'Éducation, elles sont... on vous dit ça, mais on vous en dit quand même pas trop. Il faudrait pas que vous vous inquiétiez et que vous vous révoltiez. Ça serait vraiment dommage. Mais alors, la question que je me pose là en tant que citoyenne quand je vous entends, est-ce que le fait que ces programmes dans l'éducation n'aient pas été mis à jour, on peut dire, est-ce que c'est de la négligence en quelque sorte et que ça n'a pas été adapté aux urgences qui sont apparues depuis? Ou est-ce que vous pensez que vous avez des éléments qui permettent de dire qu'il y a une volonté de dissimuler, ce qui est quand même pas non plus la même chose? Moi, je pense qu'il y a un peu des deux. Il y a le fait que les personnes qui font les programmes ne sont pas assez renseignées et elles n'ont pas assez conscience. Mais ça peut pas être anodin. Enfin, on en parle de plus en plus tous les jours. Les informations, elles sont disponibles. Il y a des rapports du GIEC qui sortent qui sont de plus en plus alarmants. Je pense qu'il y a aussi une volonté de pas vouloir... Je sais pas si c'est pour pas vouloir nous alarmer, pour pas faire en sorte qu'on ait peur et qu'on se dise qu'il y a quelque chose à changer. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas des deux côtés et que si ça continue, il va y avoir un problème. Et on le voit, ce qui s'est passé cet été, les inondations, les incendies partout dans le monde, ça devient très grave. Ok, alors je vais juste préciser donc que Sirius doit nous quitter parce qu'il a des cours, mais oui, parce qu'ils sont étudiants. Donc un grand merci Sirius pour le temps que tu nous as accordé. Merci beaucoup. Il reste juste 3-4 questions. Le 13 avril dernier 2021, vous avez publié une tribune dans le JDD avec des signataires renommés, Valérie Masson-Delmotte, Gilles Boeuf, Dominique Bourg, Marc-André Sellos, pour n'en citer que quelques-uns, dans laquelle vous réclamiez une réelle éducation aux enjeux environnementaux au collège et au lycée. Alors je cite le dernier paragraphe de cette tribune qui dit « Agir aujourd'hui signifie agir dans le temps et suppose de pérenniser de tels changements par l'inclusion des enjeux environnementaux dans la formation initiale des professeurs et celle prioritaire des cadres de l'éducation nationale. Cet enseignement doit enfin s'ancrer localement sur les territoires où vivent les élèves et peut donc bénéficier des éclairages des acteurs du terrain en contact avec les milieux et leurs enjeux. L'enseignement que nous réclamons doit permettre l'épanouissement et l'accompagnement des élèves face aux défis de nos générations en les poussant à la réflexion et en développant leurs connaissances et leur créativité. C'est cela, pour nous, l'école de la République. Alors, est-ce que cet appel, parce que ça c'était quand même en avril, est-ce que cet appel a été entendu? Est-ce qu'il y a eu des suites concrètement? Je ne crois pas qu'il y en a eu, mais c'est sûr que cette vision de l'école, ça devrait réellement être ce qu'est l'école dans l'esprit des gens également, puisque on est là pour apprendre des choses
et après nous réfléchir et nous amener à une réflexion, nous amener à nous informer nous-mêmes, etc. Et avoir des comportements responsables. Exactement. Et ça, après, c'est d'une responsabilité personnelle. Mais là, ce qui est dit et qu'on remarque très bien, c'est qu'il y a une volonté d'agir à plusieurs échelles. Parce qu'on sait qu'on n'est pas individuellement suffisant et qu'on n'est pas à nos petits groupes non plus suffisants. C'est aussi le mode de fonctionnement de Youth for Climate, en ayant une grande branche nationale et plein de petites branches à travers la France. Là, quand il parle d'échelle, que ce soit non seulement les professeurs, mais également leurs supérieurs, que ce soit à échelle nationale, mais également dans chaque élève dans sa petite circonférence et son endroit, son lieu de vie, son environnement. Voilà, c'est sûr que c'est absolument important. Oui. J'avais fait une interview de, je ne sais pas si vous connaissez les LUPA, Pas les universitaires planteurs d'alternatives. Ils sont sur Jussieu-Sorbonne. Et en fait, ils font un travail de fond incroyable pour vraiment faire bouger les mentalités de leurs professeurs qui sont des chercheurs qui prennent l'avion tout le temps, aussi concrètement la gestion des déchets sur le campus. Enfin, ils font vraiment un travail super, mais c'était enrichissant aussi pour moi d'écouter justement tous les obstacles auxquels ils se confrontaient en essayant de faire évoluer cet immense campus qui est réparti sur plusieurs lieux, sur Paris et région parisienne. Et vous, j'ai vu sur votre site qu'il y avait un réseau École Verte. Alors, qu'est-ce que c'est du coup le réseau École Verte ? Le projet École Verte, c'est aussi... c'est de passer, puisque c'est un changement qui est tellement global, etc., qu'il faut commencer quelque part, et la possibilité de le faire dans les écoles, surtout que là, nous, on est des jeunes, donc c'est les écoles, et c'est aussi là que les futures générations vont elles aussi être éduquées, etc., c'est d'accompagner les gens dans leurs actions du quotidien, à travers des kits, mais également à travers de l'information, des ateliers, des discussions sur des choses concrètes, des changements possibles et des volontés d'agir. Voilà. Et ça, si j'ai bien compris, les étudiants eux-mêmes peuvent venir sur le site Youth for Climate et télécharger des ressources, des kits pour mobiliser dans leur école si ça bouge pas assez vite et que voilà. J'ai été assez surprise cet été, c'était justement quand j'étais sur le festival Agir pour le vivant à Arles. Il y avait Laurence Toubiana qui a été très impliquée dans l'accord de Paris, dans la COP21. Laurence Toubiana, c'est une grande personnalité de toute cette problématique climat aujourd'hui. Elle s'est beaucoup battue. On a moins entendu parler d'elle que de Laurent Fabius à l'époque, mais elle a été vraiment au cœur des négociations, y compris personne par personne avec toutes les grandes puissances. Quelqu'un lui a demandé, mais quel avenir, qu'est-ce que vous pensez, quelle est la chose qui peut nous sauver aujourd'hui ? En quoi vous croyez pour sauver ? Et elle n'a répondu qu'une chose, elle a répondu la jeunesse. Et à plusieurs personnes qui étaient dans cette... elle a 70 ans, Laurence Toubiana, qui se sont battues toute leur vie. Il y avait il y avait des gens du domaine du droit, des chercheurs, des activistes. Tous ceux auxquels j'ai entendu que cette question avait été posée ont eu cette même réponse. Et plusieurs d'entre eux, lorsqu'on leur a dit mais la jeunesse, elle n'a pas forcément le pouvoir pour faire bouger assez vite et assez fort les choses. Donc, est-ce que vous encouragez à aller à ce qu'elle aille jusqu'à la désobéissance civile ? Et ceux auxquels la question a été posée, de ces âges-là, on dit oui. Ce qui était étonnant, parce qu'il y a encore quelques années, tout le monde aurait dit qu'il faut que ça reste dans le cadre. Aujourd'hui, l'urgence est telle que des personnes qui ont travaillé sur ça toute leur vie, on arrive à avoir ce genre de propos. Je sais que Youth for Climate, c'est un mouvement non violent. Quelle est la position de Youth for Climate ? Jusqu'où vous pouvez aller pour faire bouger les choses par rapport, est-ce qu'il y a aussi des actions de désobéissance civile quelquefois Je sais qu'on encourage fortement, par exemple, sur les ZAD, les zones à défendre, à agir et à aller sur place, etc. C'est des choses qui sont faites et qui font partie de désobéissance civile. Surtout qu'on est des jeunes, on est des enfants aux yeux de la loi. Donc on a, au niveau des médias, c'est une certaine force qu'on apporte en étant des mineurs qui allons sur ce type d'endroit, parce que c'est quand même impressionnant de se dire le petit gars là qui a 15 ans, ok, il fait ça, quoi. Ça veut dire qu'on a une certaine prise de conscience et on fait pas ça dans le vent. Après, comme tu l'as dit, effectivement, la jeunesse a un rôle à jouer plus que important au niveau de ces changements et de la lutte contre le réchauffement climatique, puisque on est ceux qui vont rester dans le temps. Et c'est toujours le cas. Si on veut un changement, il faut qu'il dure dans le temps. Et ça, c'est sûr. Et là, effectivement, c'est un changement tellement systémique que forcément,
les changements qui vont être opérés doivent durer dans le temps. Cependant, c'est clair qu'on a besoin, et les jeunes tout seuls, on va grandir et on sera peut-être ces personnes de pouvoir plus tard, mais on ne peut pas, pour l'instant, le faire seulement nous. On a besoin de personnes qui sont au pouvoir, on a besoin de personnes qui ont de l'influence, on a besoin de gens qui ont déjà le pouvoir, alors que nous on l'a pas, donc on peut essayer de le prendre, on peut essayer d'agir, etc. Mais on part déjà avec une mesure de retard par rapport au cadre dans lequel on est déjà. Pour terminer, est-ce que tu pourrais nous recommander aux auditrices et auditeurs de So Sweet Planet, je ne sais pas, peut-être 1, 2, 3 livres et films documentaires qui te semblent importants, qui t'ont fait avancer dans ta compréhension de tout ça? Je pense ceux dont on est partenaire, les 2 films récents, I Am Greta et Bigger Than Us, c'est des films très importants parce qu'ils nous permettent, je trouve, moi j'ai surtout travaillé sur Bigger Than Us, et ils nous permettent de sortir d'un cadre habituel européen dans lequel on est, et ça nous montre que les conséquences, ça fait longtemps qu'elles sont là aussi. Et I Am Greta, pareil, c'est une histoire de comment on peut s'engager, etc. Et c'est important aussi de parler de ça. Donc je pense que ceux-là, c'est un bon début, surtout qu'ils sont plutôt accessibles et ils laissent beaucoup de pistes pour ensuite de soi-même faire un chemin de réflexion et d'apprentissage. Pour ce qui est des livres, etc., je pense que je ne peux pas recommander des choses parce que ce serait trop personnel et ce serait trop dans moi, plus suffisamment objectif au niveau de Youth for Climate, mais je pense qu'il faut toucher à tout et ne pas se fermer de porte sur ce qu'on va lire et ce qu'on va apprendre, quitte à remettre en question sa position, quitte à revenir sur la même. C'est toujours très bien de réfléchir et de voilà. Mais oui, c'est sûr que... non, franchement, il faut aller voir un maximum de choses. Et surtout, quand on ne comprend pas quelque chose, ne pas hésiter à parler avec les gens qui savent, ou même avec d'autres qui ne savent pas forcément pour avancer ensemble. C'est hyper important. Alors, un grand merci, Zoé. Je vais mettre le lien du site Youth for Climate et des différentes pages de vos réseaux sociaux dans le descriptif de ce podcast que, chères auditrices et auditeurs, vous pourrez trouver à la fois sur la page du site sosweetplanet.com et sur toutes les applications de podcast sur lesquelles vous êtes peut-être en train d'écouter cette interview. Donc, dans le texte de description, vous aurez les liens pour accéder, pour en savoir plus et pour éventuellement rejoindre la belle équipe de Youth for Climate. Vous êtes les bienvenus. Un grand merci. Et il y a une limite d'âge ou c'est toute génération? Non, il n'y a pas de... Parce que là, c'est très jeune. On est très jeune, mais justement, c'est bien. Après, c'est sûr qu'il vaut mieux être très jeune. Pour l'instant, les plus âgés ont 23 ans. Donc, c'est vraiment très jeune. Voilà. Mais si vous voulez, n'hésitez surtout pas. Parce que c'est quand même Youth for Climate. C'est ça. OK. Merci beaucoup. Merci et bonne continuation. Au revoir.